Donc, on va y aller tel que prévu, par ordre alphabétique des prénoms, en commençant par les dames. D'accord, merci pour cette galanterie. Donc, Alexandra de Pénaranda, moi je suis chargée de mission à la directe du Val-de-Marne et je m'occupe entre autres de développer le club des entreprises inclusives du Val-de-Marne, dont on vous parlera tout à l'heure. À mon tour. Émilie Demotte, je suis chargée de relations entreprises à la mission locale des Bords-de-Marne et donc je suis le binôme d'Alexandra dans le cadre du club des entreprises inclusives du Val-de-Marne. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Léna Grelet de Convergence 93, chargée de projet sur la promotion de l'apprentissage. Donc, bonjour à tous, Abdelkarim Rugeg, je suis en charge des politiques jeunes pour la directe du Val-de-Marne. Je suis aussi référent apprentissage. Bonjour à tous, donc Franck de Wegel, à la question de l'emploi au MEDEF de l'Est parisien et aussi président du groupement d'employeurs associatifs Cléjob, voilà, qui rayonne sur l'ensemble de l'Île-de-France et notamment sur le 80. Oui, bonjour. Donc, je suis Mohamed Chekroni, donc je suis responsable du département insertion dans l'emploi, donc au sein de l'UD 93 de la Directe, notamment en charge du suivi du plan Un jeune, une solution pour le département. Je suis Lilian Mathias, chargé de projet emploi, formation et référent handicap au sein du MEDEF de l'Est parisien. Et nous avons réuni aujourd'hui cette brochette d'artistes pour vous parler des aides à l'embauche, donc à chacun sa solution. Comme il n'échappera à personne que nous sommes dans un contexte quand même économique et social assez particulier, où les jeunes et les entreprises sont quand même au cœur de l'ensemble des questionnements. C'est pour ça que nous avons réuni un petit peu les spécialistes des questions sur les aides qui sont ouvertes, sur l'apprentissage. Et aussi, donc Franck de Vogel, qui est là avec nous, représentera les entreprises en tant que directeur, que président d'un groupement d'employeurs et vice-président du MEDEF 93-94. Donc lui aussi, il est un peu à la maison. Pour vous parler un petit peu de la façon dont il met en place ces aides. Donc, pour démarrer, on va commencer par une présentation de la Directe 94 sur le plan Un jeune, une solution. Donc, vous aurez sûrement Mohamed Chekrouni, Abdelkarim Regueg et Léna Grelet qui vous parleront un petit peu de l'ensemble des dispositifs. Et à toutes fins utiles, sachez que vous pourrez également retrouver cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube du MEDEF 93-94. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de l'instant où elle sera disponible. Donc voilà, l'idée, c'était pour nous d'essayer de vous présenter de manière assez synthétique, mais surtout précise, le plan Un jeune, une solution qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance, donc plan de relance de 100 milliards d'euros, donc où une partie est dédiée justement à cette question de la jeunesse, qui est la principale victime économique de cette crise du Covid. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir assurer le maintien des recrutements des jeunes, notamment via les dispositifs apprentissage, mais aide à l'embauche, des emplois francs, on l'évoquera, vraiment certains contrats spécifiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous présenter un peu ces principaux dispositifs afin que vous puissiez en prendre connaissance et bien sûr les mobiliser dans le cadre de vos besoins en compétences et de vous appuyer notamment sur les jeunes de nos départements respectifs. Donc, on va démarrer par l'apprentissage. Donc, je vais laisser la parole à Abdelkarim qui va nous faire un point sur l'apprentissage. Et juste après, je vais demander à Léna Grelet justement de pouvoir présenter un peu l'offre de services spécifiques sur le département qui permet notamment, via Convergence 93, d'accompagner notamment les entreprises qui souhaitent recruter en apprentissage en faisant notamment le sourcing emploi, en s'appuyant du partenariat avec les CFA du département, avec les missions locales du département. Et l'idée, c'est de pouvoir, c'est que Convergence 93 est à votre disposition pour écouter vos besoins et surtout vous proposer des profils dont vous pouvez justement bénéficier. Oui, moi on va passer directement à la slide sur l'apprentissage. Je vais vous faire une présentation générale un petit peu de l'apprentissage pour introduire les différentes aides. Et ensuite, on va s'attarder un petit peu sur les aides. Voilà, donc l'apprentissage dans un premier temps, comme je disais, on va faire une présentation un petit peu générale de l'apprentissage. Ensuite, on va s'attarder un petit peu sur les différentes aides, sachant qu'il y a une actualité là-dessus.
Et ensuite, on finira justement par les différentes démarches qui seront à mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier de ces différentes aides. Donc, l'apprentissage offre des formations sur presque tous les secteurs professionnels, pour tous les niveaux de qualification, du CAP au Bac+5. Il a de nombreux avantages. Parmi l'un des principaux, c'est celui de former un futur collaborateur qui transmettrait les savoir-faire spécifiques de l'entreprise. Avec la réforme de l'apprentissage, il y a une possibilité, le contrat a été rendu plus souple et l'apprentissage a été libéralisé. Il y a la possibilité d'embaucher à moindre risque, puisque déjà dans le cadre de la formation, on est sur des formations qui vont de 6 mois à 3 ans. Sur les publics handicapés ou les publics qui souhaitent reprendre une activité, l'activité de l'entreprise, il y a la possibilité de les embaucher au-delà de 30 ans. Et aussi, par rapport à l'apprentissage tel qu'il était pratiqué jusque-là, au niveau du droit du travail, il y a eu un assouplissement avec une possibilité justement de rupture du contrat d'apprentissage dans les 45 jours suivant sa conclusion. Sur l'aspect aide financière, il y a un certain nombre d'aides qui vont permettre à l'employeur de mobiliser ce contrat, mais aussi des aides en direction du public, notamment les aides au permis de conduire, etc. En ce qui concerne les aides à l'employeur, et ça, c'est des aides de droit commun, donc hors aide exceptionnelle pendant la période qu'on connaît, c'est une exonération totale ou partielle des cotisations sociales. Il y a l'aide unique à l'embauche, justement, qui s'étale sur 3 ans, si besoin, qui va permettre à l'employeur de bénéficier de 4 250 € la première année, la moitié la deuxième année, et si besoin, 1 250 € la troisième année, de mémoire. Voilà. Donc, il y aura aussi une déduction fiscale de la taxe d'apprentissage. L'apprentissage aussi, enfin, c'est aussi la possibilité pour une entreprise de former un apprenti qui va reprendre l'affaire. Donc, chose intéressante pour les PME qui ont besoin de trouver quelqu'un sur qui compter pour reprendre l'affaire, une boulangerie ou tout autre type d'activité. Ensuite, on va passer justement à ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti. Alors, depuis le mois de juillet, il est possible de mobiliser une aide qui correspond à 5 000 € pour les moins de 18 ans et pour 8 000 € pour les plus de 18 ans. Ça concerne l'apprentissage, mais ça concerne aussi les contrats de professionnalisation. Alors, cette aide, elle est à destination, elle est sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a une condition qui est une déclaration, un acte unilatéral qui est déposé auprès de la directe. Cette aide, elle est accordée dans un premier temps, il y a un contrôle qui est fait dans un second temps. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si vous avez des questions là-dessus, vous êtes concernés, on pourra vous accompagner justement pour mobiliser cette aide. Elle est conditionnée notamment à l'atteinte d'un certain quota d'apprentis, d'alternants dans l'entreprise à la fin de l'année. Et donc, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, cette aide, elle remplace l'aide unique à l'embauche que j'évoquais un petit peu plus tôt dans le cadre de l'aide exceptionnelle, sachant que si on est sur un contrat d'apprentissage de 2 ans, il y aura la possibilité de bénéficier encore de l'aide unique à l'embauche sur la deuxième année, qui correspondrait à la deuxième année de l'aide à l'embauche classique. Voilà, donc comme je l'évoquais, cette aide elle concerne les tout jeunes qui rentrent en contrat d'alternance, selon les montants que j'avais évoqués précédemment, et pour les diplômes allant du CAP au Master 2. Donc voilà, l'aide elle couvre 80 à 100% du salaire de l'apprenti de moins de 26 ans à la première année. Le salaire des apprentis de moins de 21 ans embauchés en apprentissage est également financé. Au-delà de 21 ans et jusqu'à 25 ans révolus, le reste à charge est d'environ 150 € par mois. Voilà, donc quelques illustrations, simulation de reste à charge pour l'entreprise. Donc, pour le recrutement d'un apprenti mineur de 17 ans en CAP, le reste à charge mensuel pour l'entreprise est de 0 € pour la première année. Pour un apprenti mineur de 20 ans en licence, le reste à charge est de 0 € aussi. Et pour un apprenti mineur de 22 ans en Master 2, le reste à charge mensuel pour l'entreprise est de 150 €.
sachant que je ne l'avais pas précisé dans l'introduction, mais il y a un cadre légal justement qui a été fixé par la réforme et qui permet de rendre progressif le salaire des apprentis en fonction de leur âge et en fonction de leur expérience. C'est un salaire qui n'est pas très élevé, mais plus on avance dans l'expérience et plus ce salaire il augmente et se rapproche du SMIC, sachant qu'à partir de 26 ans, il est égal au SMIC au mois. Donc, c'est vraiment un atout majeur pour l'entreprise en termes de risque financier. On est vraiment sur un contrat attractif. Donc, voilà. L'aide, elle est basée sur une démarche simplifiée. Elle se déclenche automatiquement lors du dépôt du contrat auprès de l'opérateur de compétences. C'est un versement mensuel avant le paiement du salaire de l'apprenti. Et pour vous donner un exemple concret, l'aide, elle est versée et il y a transmission des bulletins de salaire de l'apprenti. Il y a un contrôle qui est fait, mais a posteriori. Donc, le versement de l'aide et ensuite, il y a le contrôle. Voilà, donc cet élément, voilà. Donc, tous ces éléments-là, ils ont été… et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a les conditions, notamment relatives aux entreprises de plus de 250 salariés. C'est pas les cas les plus fréquents, mais ça arrive justement que des entreprises aient ce besoin-là, elles n'ont pas forcément l'information. Donc, on pourra vous accompagner, vous expliquer les démarches, précisément comment mettre en place de l'apprentissage ou même de l'alternance au sens plus large au sein de votre entreprise si vous êtes intéressé. Voilà, donc je me tiendrai disponible si vous avez des questions. Je pense que Mohamed aussi sera ravi d'y répondre. Je pense que Mohamed veut intervenir pour présenter un petit peu l'actualité. D'accord. Juste une petite question qui nous est déjà posée. Je pense vous avez la réponse à celle-là. C'est est-ce que les aides spécifiques pour notre région, est-ce que les aides sont spécifiques pour notre région ou est-ce qu'elles sont les mêmes au niveau national? C'est les mêmes au niveau national. Comme j'ai indiqué, encore une fois, bien retenir, jusqu'à la fin mars, vous avez la possibilité de recruter, de bénéficier de ces aides. Donc, on remettra ce document à jour et vous pourrez communiquer à toutes les entreprises présentes aujourd'hui donc ce document. Et en effet, donc vous avez également en complément un simulateur. Si vous voulez avoir une vision précise de votre situation propre dans votre entreprise, vous avez un simulateur sur le site alternance.gouv.fr. Et donc, ce site vous permet, par rapport à votre situation propre, donc nombre de salariés, le secteur d'activité, le salaire l'apprenti que vous souhaitez recruter, son âge, etc., le diplôme qu'il prépare, vous pouvez avoir une vision très précise du reste à charge. Voilà. Et justement, ce qu'a rappelé Abdelkrim, c'est bien le fait que cette aide, la première année est exceptionnelle, donc elle se substitue au droit commun, qui est l'aide unique de l'embauche d'un apprenti. Et cette aide de droit commun vient prendre le relais la deuxième année. Donc voilà, vous êtes, lorsque vous recrutez sur une vision pluriannuelle, donc un apprenti qui prépare par exemple un diplôme sur 2 ans, vous le recrutez sur un contrat de 2 ans, voilà, la première année, vous avez l'aide exceptionnelle. Ça vous fait, dans la plupart des situations, un zéro reste à charge. Et ensuite, vous avez l'aide unique qui prend le relais par la suite. Et alors, ce que je vous indiquais précédemment, c'est que sur le 93, donc nous avons une structure qui s'appelle Convergence 93, qui a une animation spécifique à destination notamment des CFA, des missions locales, mais surtout des entreprises, pour pouvoir assurer la promotion de ces dispositifs de l'apprentissage. Et donc, je vais laisser la parole à Léna Grelet de Convergence 93 pour expliquer justement l'offre de service, ce qu'elle peut vous proposer comme de service spécifique. Merci, Monsieur Checroni. Donc, juste pour revenir, Convergence 93, je vais présenter rapidement. C'est une association qui fédère les missions locales de la Seine-Saint-Denis et qui donc porte un certain nombre de projets en faveur de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Et donc, dans ce cadre-là, Convergence est mandatée par les services de l'État, de la préfecture et du conseil départemental pour promouvoir donc l'apprentissage auprès des jeunes, des prescripteurs, tout prescripteurs de la jeunesse et donc des entreprises, bien sûr. L'idée étant de faire de l'apprentissage une voie d'excellence, enfin en tout cas de faire prendre conscience aux jeunes que l'apprentissage est une voie d'excellence et aussi une formidable opportunité pour les entreprises puisque
l'apprentissage, c'est recruter en apprentissage, c'est s'engager pour la transmission, comme vous le disiez, Monsieur Regueg, à la jeunesse et pour favoriser, pour pouvoir aussi former ses propres collaborateurs et collaboratrices au savoir-faire spécifique à l'entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, Convergence 93 a pour projet de se rapprocher des entreprises pour faciliter cette relation entre jeunes et entreprises. Oui, pour favoriser la relation entre jeunes et entreprises, faciliter les recrutements, mais également faciliter cette relation en amont du recrutement, c'est-à-dire pour avoir des jeunes qui soient préparés, qui aient conscience des codes de l'entreprise. Donc, ça passe par des actions de coaching, de mentorat, peut-être de rencontres avec les professionnels. Et puis, on est une ressource également, je vous le disais, pour favoriser les recrutements en apprentissage. Donc, ça peut être pour organiser des sessions de recrutement, pour en tout cas vous appuyer dans le sourcing, peut-être faire le lien également avec les CFA en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins si vous en avez. On peut vraiment être là en appui. Voilà, on est surtout à Convergence 93 sur des profils qui sont plutôt à bas niveau de qualification, puisque ce sont les profils qui sont majoritairement pris en charge par les structures avec lesquelles on travaille, donc mission locale, mais pas que, également aide sociale à l'enfance, ça peut être la mission de lutte contre les décrochages scolaires et autres, mais ce n'est pas que du bas niveau de qualification, ça va jusqu'au BTS, ça va même quelquefois au-delà. Et on peut également être ressource pour les entreprises dans la mise en œuvre de ce recrutement en apprentissage, non seulement pour la partie spécifique au recrutement, mais également ça peut être les démarches administratives, faire le lien avec les OPCO. Voilà, on est là pour accompagner les entreprises. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous solliciter. Voilà, on pourra transmettre nos coordonnées si besoin. En gros, une entreprise qui a un projet en apprentissage, en alternance, peut vous contacter, enfin vous ou quelqu'un de Convergence 93, sans coût supplémentaire, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. L'idée, c'est qu'on puisse également proposer des profils qui sont motivés, des profils qui sont adéquats à pour vos besoins. Donc, l'aide alors voilà, faire un petit topo sur l'aide à l'embauche spécifique. Alors, donc là, on est sur un recrutement d'un jeune de moins de 26 ans. Donc, à partir du moment où vous recrutez un jeune de moins de 26 ans, quelle que soit sa situation, quel que soit son niveau de qualification, quel que soit son lieu de résidence, donc une aide de 4 000 € vous est proposée. Donc, la démarche également se veut complètement simplifiée. Donc, je parle des entreprises, mais également du secteur associatif. Hein, à partir du moment où la structure est affiliée à Pôle emploi, donc elle cotise à l'assurance chômage chez Pôle emploi, donc elle peut se voir proposer cette aide. Et donc l'idée, c'est encore une fois, c'est de pouvoir proposer des solutions à ces jeunes de moins de 26 ans avec une aide spécifique qui leur est adressée. Voilà, donc voilà, ça rappelle simplement donc les conditions qui étaient particulières. Donc, ça concerne donc les recrutements en CDI ou les CDD de plus de 3 mois. Donc, l'aide de 4 000 €, elle est versée de manière trimestrielle, donc 1 000 € tous les trimestres. Voilà, sous condition de la présence du jeune. Donc, il y a un simple bulletin de paie du dernier trimestre suffit pour déclencher la part trimestrielle. Donc, encore une fois, et donc ce que je vous indiquais, donc ça concerne les jeunes de moins de 26 ans pour un salaire allant jusqu'à 2 SMIC. Voilà, donc, et c'est une aide qui est gérée par l'ASP. Donc, l'ASP, je pense que la plupart des entreprises maintenant connaissent l'ASP. C'est également l'ASP qui a géré le chômage partiel et un certain nombre de mesures. Donc, tout ça pour anticiper également. En effet, il est vrai qu'au moment de la mise en place de ces différentes aides, notamment le chômage partiel, l'ASP et ses outils étaient configurés pour quelques milliers de dossiers par an. La situation exceptionnelle en mars et aujourd'hui fait que l'outil a eu besoin d'un peu de délai pour mettre pour bien calibrer l'outil. Mais aujourd'hui, on sait que la plupart des retards qui ont sur le versement des aides sont en train d'être résorbés et on pense que d'ici la fin du mois, toutes les aides
seront versés, que ce soit sur l'apprentissage ou sur l'aide à l'embauche unique. D'accord. On peut passer à la slide suivante. Avant de passer à la slide suivante, Mohamed, on a quelqu'un qui demande si j'ai une personne qui a 26 ans, donc j'imagine 26 ans révolus, est-ce qu'elle peut être concernée par l'aide de 4 000 €? Non, c'est vraiment en dessous de… Oui, c'est tout à fait. C'est 25 ans, 11 mois et 30 jours. Qui est 364 jours, oui. Ok, d'accord. Voilà. Même pour le public avec une RQTH ou pour là, il y a une différence pour le coup? En fait, les publics situation de handicap sont des publics qui peuvent bénéficier d'un cumul des aides avec la GFIP. Donc l'entreprise, lorsqu'elle embauche, par exemple, en apprentissage, alors, je recommence. Hein. La plupart des aides, c'est le droit commun, ne sont pas cumulables entre elles. D'accord. Il y a une exception, c'est pour le public en situation de handicap où les aides sont cumulables avec les aides spécifiques de l'ASP. Donc, par exemple, lorsque vous recrutez un jeune en apprentissage, toutes les aides qui vous ont été présentées précédemment sont cumulables avec les aides spécifiques. Les dispositifs d'aide en matière de RQTH sont pris à part de ceux-là. Donc, ils sont cumulables. Alors, je reviens dessus. Je vous transmettrai également, Lilian, je vous transmettrai un tableau que vous pourrez également communiquer à toutes les entreprises présentes, et aux entreprises adhérentes du MEDEF. C'est un tableau spécifique qui montre justement les aides spécifiques aux personnes en situation de handicap et qui montre justement parfaitement que ces aides sont complètement cumulables avec les aides justement de la GFIP. D'accord. Bon, je crois que Franck va en parler aussi un peu tout à l'heure. Oui. Très bien. Donc, les emplois francs. Alors, les emplois francs, vous connaissez peut-être, commencez à connaître ce dispositif. C'est un dispositif qui était expérimental, qui est arrivé en avril 2018, qui a concerné d'abord quelques territoires, dont celui de la Seine-Saint-Denis complètement, et qui est aujourd'hui généralisé à tous les QPV. Ce dispositif prévoit une aide spécifique à l'embauche pour les demandeurs d'emploi qui résident en QPV. Donc, ça, je vous présente un peu l'emploi franc classique. Donc, une entreprise qui embauche un demandeur d'emploi, là, peu importe l'âge, hein, je ne parle pas de jeunes, un demandeur d'emploi, une personne qui est inscrite à Pôle emploi ou bien qui est accompagnée par le réseau des missions locales et qui réside dans un quartier prioritaire de la ville, politique de la ville. Donc, l'entreprise peut bénéficier d'une aide. Alors, lorsque c'est un recrutement en CDI, l'entreprise peut percevoir une aide de 5 000 € par an sur 3 ans, donc un total cumulé de 15 000 €. Lorsque le contrat est en CDD, l'entreprise peut percevoir une aide de 2 500 € par an sur 2 ans, donc lorsqu'on est en CDD. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est l'emploi franc classique. Donc, vous embauchez un demandeur d'emploi, quel que soit son âge, inscrit à Pôle emploi ou suivi par une mission locale et qui réside dans une QPV, donc vous pouvez prétendre à ces aides que je viens de citer. Donc ça, c'était l'aide classique emploi franc, donc qui reste d'actualité. Avec le plan 1 Jeune Solution, il vient s'ajouter un bonus supplémentaire lorsque vous recrutez un jeune donc de moins de 26 ans qui réside en QPV. Donc, lorsque vous embauchez un jeune de moins de 26 ans qui réside en QPV, qui est soit inscrit à Pôle emploi, soit qui est suivi par une mission locale, donc la mission locale vous fait une attestation indiquant qu'il est bien suivi par une mission locale, et donc le jeune résidant bien un quartier prioritaire, donc en QPV, donc l'entreprise perçoit une aide pour un CDI d'emploi de 17 000 € au cumulé, donc 7 000 € la première année, 5 000 € la seconde et 5 000 € la troisième. Si vous voulez, avec 5 000 € au niveau du SMIC, ça annule les charges sociales, pour être un peu schématique. Donc voilà, vous avez quand même une aide assez conséquente sur 3 ans lorsque vous êtes en CDI. Pour un CDD de plus de 6 mois, donc l'aide est de 5 500 € la première année et 2 500 € la deuxième année. Donc, on a un total cumulé de 8 000 € sur 2 ans. Et l'effet incitatif de l'aide, c'est vraiment inciter davantage le recrutement au CDI temps plein. Et en cet aspect-là, ça fonctionne très bien, parce que sachez que les dernières données qu'on a indiquent que 82% des emplois francs sont en CDI temps plein. Donc, c'est vraiment l'esprit, l'idée de ce dispositif, c'est d'encourager le recrutement en CDI temps plein. Comme pour les €, comme pour l'apprentissage
pour pouvoir trouver des profils, je vous invite à vraiment vous rapprocher de votre agence Pôle emploi ou de votre mission locale qui pourra vous proposer justement des profils de jeunes résidents QPV éligibles aux emplois francs. La description des aides était, vous l'avez pu l'entendre, hein, donc l'aide spécifique, 7 000 € pour la première année, 5 000 € les 2 années suivantes pour le CDI temps plein. Ensuite, les 2 dernières catégories d'aides que je voulais un peu vous présenter aujourd'hui, ce sont des contrats spécifiques. Ce sont des contrats qui ciblent davantage les personnes un peu les plus éloignées de l'emploi. Et là, on fait vraiment appel à la démarche, la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, le fait de diversifier un peu son profil de candidat et d'aller plutôt sourcer des profils un peu plus éloignés de l'emploi pour leur proposer un accompagnement spécifique, un coaching particulier, un accompagnement spécifique, et tout en pouvant bénéficier d'une aide lors de ce contrat spécifique. Alors, on a 2 types de contrats, un qui concerne le secteur non marchand, ce sont le PEC, parcours emploi compétences. Donc, ça ne vous concerne pas pour l'essentiel, à moins qu'il y ait des associations adhérentes du MEDEF, je ne pense pas. Et donc, le CIE Jeune, qui concerne par contre le secteur marchand. Et donc ce CIE Jeune repose sur le triptyque mise en situation professionnelle, donc emploi, accompagnement et formation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, diversifier un peu ces profils. Ça peut être intéressant lorsqu'on a du mal, lorsqu'on est dans un secteur en tension, où on a du mal à trouver des personnes, des compétences. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller chercher des publics un peu plus d'emploi. Dans le cadre de ce contrat, assurer un coaching, un tutorat et une formation et pouvoir bénéficier d'une aide qui va pour le CIE à 47%, 40% sur la base du SMIC. Voilà, sur un contrat, une prise en charge de contrat de 30 heures hebdomadaires. Et sur une durée totale de 10 mois. Donc, ce sont des contrats très spécifiques, mais encore une fois, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez, dans un cadre, par exemple, de votre démarche RSE, explorer un peu cette piste, on est à votre disposition avec le service public de l'emploi pour pouvoir vous accompagner. C'est peut-être les 47% sont sur la base du SMIC et sur 30 heures maxi, c'est ça? C'est ça. Ok, donc après, en gros, vous embauchez quelqu'un au SMIC sur une durée de 30 heures et vous pouvez vous faire rembourser 47% du salaire brut sur cette base. Et s'il est plus cher que le SMIC, là, ce qui sera pris en compte, ce sera la base du SMIC. Et en plus, surtout, vous actionnez, vous actionnez votre démarche, j'allais dire RSE, parce qu'encore une fois, vous essayez de diversifier un peu des profils à votre disposition, parce que parfois, il est compliqué de trouver des profils. Parfois, donc l'apprentissage est une bonne solution, mais en apprentissage, il y a également ce dispositif qui permet de pouvoir faire en sorte justement d'accompagner un jeune qui est un peu plus éloigné de l'emploi, qui n'a pas encore complètement les codes, de pouvoir un peu faire en sorte qu'il baigne un peu dans les codes de l'entreprise et pouvoir un peu monter rapidement en compétences à vos côtés. D'accord. Écoutez, parfait. Moi, je vais peut-être arrêter mon partage puisque ça va être au tour de Franck de Vogel de Cléjob de nous lancer sa présentation. Franck, si vous êtes là, frappez 3 fois. Je suis là. Bon, voilà. Parfait. Donc, je vous laisse vous présenter et dire dans quel cadre est-ce que vous avez utilisé, vous utilisez au quotidien, vous le préconisez et un petit peu comment vous le faites vivre finalement, l'utilisation de ces différents dispositifs et plus encore. Alors oui, chez Cléjob, en fait, notre rôle en tant que groupement d'employeurs, c'est justement d'accompagner les entreprises déjà, puisqu'on leur met à disposition au travers de notre vivier des ressources un peu toute l'année. Donc, nous-mêmes, nous sommes employeurs, donc nous utilisons ces dispositifs et c'est pour ça que nous avons une certaine expérience en la matière, tant sur leur utilité, leur objet et aussi sur leur mise en œuvre, parfois administrative, qui n'est pas toujours si simple, donc ça, il faut le savoir. Et ne pas oublier la composante aussi parfois de suivi, puisque derrière, il peut y avoir des contrôles suite au fait d'avoir bénéficié de ces aides qui nécessitent de pouvoir justifier de la bonne utilisation de ces dispositifs.
Ensuite, nous aidons aussi pas mal d'entreprises. De toute façon, nous avons pas mal d'adhérents aussi que nous aidons à utiliser ces dispositifs directement pour employer et embaucher eux-mêmes, parce que c'est souvent un peu le bas qui blesse, c'est que l'information, ils n'ont pas toujours, ou alors elle n'est pas toujours très lisible. Et c'est là où ils peuvent se sentir un peu perdus quand on leur parle de ces aides, parce que les seules choses qu'ils entendent, c'est que ça n'a pas marché, c'est que c'est bloqué, etc. Mais c'est souvent parce que ils ne le prennent pas forcément par la bonne prise et ne font peut-être pas appel aussi aux bons acteurs que peuvent être par exemple justement les missions locales au travers d'ailleurs de Convergence, parfois même Pôle emploi qui, lorsqu'on sait bien les approcher, eh bien, peuvent vous amener pas mal de solutions et d'outils, mais encore faut-il les connaître. Et donc c'était aussi l'idée de vous présenter peut-être sous un autre angle aussi certaines aides assez méconnues, et qui sont pourtant très utiles et très adaptées, je trouve, au format TPE-PME. Donc, en fait, moi, je vous ai regroupé des aides, donc plutôt ce qui peut concerner donc, déjà avant l'embauche, parce qu'on parle souvent d'aide à l'embauche, mais vous avez aussi des aides, en fait, avant d'embaucher. Et là, je vais parler plus particulièrement d'outils qui existent chez Pôle emploi, qu'il faut connaître, comme par exemple la PMSMP, qui est une période, par exemple, qui permet d'accueillir une ressource chez soi, dans son entreprise, en immersion. Et quelque part, ça revient à une aide, puisque pendant cette période-là, l'entreprise n'a pas de salaire à payer. Et ça lui permet donc de permettre aussi à cette ressource de prendre la température au sein de l'entreprise pour voir si ça lui convient, et en même temps de le voir un peu à l'œuvre durant cette période, de façon à voir si derrière, il va peut-être éventuellement confirmer son embauche. Donc, PMSMP, c'est une période d'immersion. Donc, c'est un mois maximum. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de permettre aux deux parties d'apprendre à se connaître et puis aussi de savoir si ça peut convenir sur le principe. Est-ce que c'est bien le métier et voire même l'entreprise dans laquelle le candidat a envie d'évoluer. Et pareil pour l'entreprise, est-ce que c'est le candidat qu'il va pouvoir embaucher définitivement, éventuellement derrière cette PMSMP. Les pôles emploi missions locales sont prescripteurs aussi d'ailleurs, donc il ne faut pas hésiter à faire appel aux missions locales concernant les jeunes. Donc c'est une période, enfin, c'est un document administratif et c'est une procédure assez simple qui peut se mettre assez rapidement en place. Quand je dis assez rapidement, il faut quand même s'y prendre, on va dire, en moyenne plutôt 2 semaines avant l'immersion. Après, ça peut dépendre un petit peu des acteurs de l'emploi qui s'occupent localement de vous. Vous avez aussi l'AFPR. Alors, l'AFPR, c'est une aide, c'est pareil, c'est une période durant laquelle la ressource ne sera toujours pas salariée de l'entreprise, mais durant laquelle elle va être tutorée et voire même formée. Donc, si par exemple, vous décidez de la former en interne, vous pourrez bénéficier d'une aide qui va aller jusqu'à 2 000 euros. Donc, l'entreprise touchera 2 000 euros pour s'occuper de cette formation, donc de mettre en place cette formation qui peut être complètement personnalisée par rapport aux besoins d'entreprise et qui se devra évidemment en même temps de tutorer donc, cette ressource jusqu'à la fin de cette période. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir recours à un organisme externe qui peut donc vous aider dans l'intégration de ce salarié au travers d'une formation bien spécifique qui sera donc financée jusqu'à 3 000 euros en moyenne. Et donc, tout ça, c'est Pôle emploi donc, qui est prescripteur et qui s'en occupe. Voilà. Pareil, alors l'AFPR, il faut peut-être plutôt s'y prendre un mois à l'avance parce que Pôle emploi vous demandera quand même d'établir un petit plan de formation qui permette d'entrevoir un peu ce que vous attendez de cette période, puisque la finalité quand même à la fin, c'est que vous puissiez alors embaucher cette personne. Donc alors c'est pas en CDI, normalement c'est en CDD. Alors c'est un peu le truc un peu bizarre du produit, c'est que l'AFPR, en gros, vous vous engagez à l'embaucher plutôt en CDD de moins 6 mois, mais inférieur à 12 mois. Bon, c'est étonnant. Je vous dirais que parfois, Pôle emploi est plutôt assez ravi, tout compte fait qu'à la fin, vous l'embauchez en CDI. Mais bon, à la base, c'est quand même fait plutôt pour donc élever les compétences du candidat et en même temps, ça sert quelque part aussi un peu de période d'essai et de tutorat pour l'entreprise. Vous avez la POI aussi. POI, alors ça, c'est une préparation, ce qu'on appelle opérationnelle à l'emploi, qui peut être individuelle ou collective d'ailleurs.
là, je vous ai mis celle qui est individuelle, donc elle correspond à un besoin précis d'une entreprise. Donc, si par exemple, vous avez, moi, je trouve qu'elle s'applique plutôt très bien aussi à une entreprise qui aurait un besoin, par exemple, de 5-6 ressources dans le même secteur, enfin, pour le même poste, enfin, pour 5 postes vacants, mais pour la même fonction. Et là, vous pouvez organiser avec le Pôle emploi, pareil, une sorte de période de 2 à 3 mois, à la fois de formation, voire même aussi d'immersion dans l'entreprise, avec un plan de formation qui peut être complètement personnalisé ou répondre aussi à des formations certifiantes. Et là, vous pouvez donc faire appel justement à un organisme de formation externe qui s'occupera de cette formation pendant cette période. Et là, vous avez donc à la fois le concours de Pôle emploi et de votre OPCO. Il faudra déjà que vous ayez de toute façon un accord des deux parties, de toute façon, de OPCO et Pôle emploi. Je vous conseille plutôt d'appeler déjà votre OPCO, de voir si vous êtes bien à jour de vos contributions de formation. Si c'est le cas, normalement, il n'y a aucune raison que l'OPCO ne vous donne pas l'accord. Et à ce moment-là, ensuite, l'OPCO même se rapprochera du Pôle emploi et vice-versa pour pouvoir mettre en place cette période de formation. Bien sûr, l'engagement, par contre, pris par l'entreprise, c'est a priori que tous ceux qui, évidemment, sortiront et iront jusqu'au bout de ce parcours soient évidemment embauchés derrière par l'entreprise, plutôt CDD, je crois, de 12 mois minimum, et sinon plutôt CDI, et c'est plutôt dans la perspective plutôt d'embaucher en CDI que est utilisée la POI. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des outils durant lesquels vous n'avez pas de salaire. Donc, en plus, vous voyez des montants que le Pôle emploi vous alloue pour le tutorat ou la formation. Vous pouvez comptabiliser aussi le salaire que vous ne payez pas quelque part et que vous auriez à payer pour toute ressource de toute façon qui commencerait dans votre entreprise et pour lesquelles, généralement, vous avez aussi besoin de toute façon d'une période d'accompagnement. Donc, je dirais que c'est pour des postes où vous savez qu'il y a une certaine, un certain savoir-faire propre à l'entreprise qui va être nécessaire et qu'il faudra peut-être plus de temps que pour des fonctions classiques. Je dirais que ces outils s'appliquent très, très bien. Alors, vous avez aussi à l'embauche. Alors, je vous ai mis PME parce que même c'est pour en fait vous aider à embaucher des personnes clés dans l'entreprise qui sont plutôt des cadres. Enfin, même c'est obligatoirement des cadres. Et là, vous avez le droit à une aide qui prend en charge 50% du salaire. Donc ça peut être intéressant pour des entreprises qui ont envie de passer un cap en termes de management, peut-être au sein d'un service, qui se sont dit toujours, moi, un directeur commercial, ce n'est pas pour moi parce que ça coûte trop cher, ou un DRH, ou bref, que sais-je. Et bien là, la région vous propose, dans le cadre d'une embauche en CDI, jusqu'à 25 000 € par recrutement, plafonné à 3 recrutements par entreprise. Donc, il y a quand même un potentiel assez intéressant pour élever un peu le niveau peut-être de vos services grâce à l'embauche d'un cadre clé pour lequel donc, vous serez quand même pas mal accompagné, sachant que quand on parle d'un salaire, on va dire, moyen, on va dire d'un cadre, en effet, on est plutôt entre 40 et 60 000. Donc, on est généralement dans la bonne fourchette quand on parle de déjà 25 000 € d'aide. On est quasiment sur au moins un tiers, voire plus, d'aide sur des salaires de gens dont on attend en plus beaucoup, puisque ce sont des gens qui sont a priori responsables et sur qui vous allez pouvoir vous décharger. Donc, le PME, ça, c'est la région qui gère ça. Donc, c'est un dossier que vous trouvez assez facilement sur le net. Bien sûr, avec le MEDEF, on peut vous accompagner et vous orienter. Concernant l'emploi franc, on vient d'en parler. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à part le fait que de profiter de la période qui reste jusqu'au 31 mars, pour profiter en tout cas pleinement de cette aide. Je rappelle que chez Caillou, on a l'expérience, et d'ailleurs le 93 a été pionnier sur l'emploi franc, on le sait depuis le début. N'ayez pas peur des quartiers. Dans les quartiers, il y a toutes les richesses qu'il faut en termes de ressources. Il y a des super diplômés, il y a en fait tout ce dont on cherche. Donc, il est vrai que c'est une aide quelque part qui tend à rétablir un peu l'égalité des chances, puisqu'on sait qu'on a à peu près 3 fois moins de chances pour le même poste de trouver un boulot quand on est dans un quartier dit prioritaire de la ville. Et cette aide, elle est là justement pour aussi peut-être enlever un peu
cette image qu'ont nos quartiers et qui doivent permettre justement de s'orienter vers cette jeunesse que nous retrouvons assez facilement d'ailleurs chez les missions locales et donc Convergence qui relie un peu et qui réunit toute l'œuvre des missions locales pour pouvoir justement être aidés sur l'embauche d'un jeune. Donc, vous avez, alors ça, peut-être il y en a très peu qui le savent sans doute, vous pouvez embaucher des jeunes qualifiés à partir de Bac+2 comment dire, en alternance. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle accueillir des volontaires territoriaux en entreprise. C'est des jeunes diplômés, au maximum depuis 2 ans, en CDD ou CDI, bref, mais qui ont des missions spécifiques à responsabilité en lien direct avec l'équipe dirigeante et qui doivent être là pour aider au développement donc, de projets structurants au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même une aide financière de 4 000 €. Le jeune aussi, d'ailleurs, bénéficie d'une aide et c'est géré, alors je ne crois pas d'ailleurs que ce soit la Banque des Territoires, il me semble que c'est une erreur, mais ça doit être la BPI qui gère ce type de dossier, comme pour d'ailleurs les VTE verts. C'est à peu près la même chose, sauf que l'aide est doublée et elle peut se cumuler en fait, avec la première aide. Mais là, c'est pour des missions en lien avec la transition énergétique et écologique. Donc ça, il faut le savoir, ça existe. Ça peut être intéressant. Donc, vous avez accès tout de suite à des ressources qui, a priori, ont un background déjà d'études assez relevé et dont on peut profiter pour faire avancer, par exemple, des projets, voire expérimentaux, voire déjà programmés sur la feuille de route de l'entreprise. Les CIE jeunes, on en a parlé tout à l'heure. Je rajouterai pas, il n'y a rien à rajouter. Vous avez les aides à l'embauche des jeunes. Franck, si je peux me permettre de vous couper 30 secondes, Franck, excusez-moi. Vas-y, oui, c'était simplement par rapport au CIE jeunes, donc, sur votre tableau, vous indiquez prolonger au-delà du 31 janvier 2021. C'est seulement pour apporter la précision, c'est qu'en fait, le CIE jeune, contrairement à l'aide à l'embauche, à l'aide à l'apprentissage, etc., il n'y a pas de date. C'est un volume financier, donc on a un certain nombre de contrats, on en a 60 000 par exemple sur le CIE, donc il n'y a pas de date associée, il n'y a pas de délai associé. On a une enveloppe, lorsqu'elle est consommée, voilà, c'est terminé. Voilà. C'était simplement pour apporter cette précision. Et d'ailleurs, c'est une enveloppe quoi, régionale ou départementale? C'est une enveloppe nationale qui est déclinée au niveau régional. Donc, elle est régionale et ensuite, au sein de la région, il y a une fongibilité. Donc, après, on a une enveloppe un peu fléchée 93, certes, mais globalement, on gère l'enveloppe au niveau régional. OK. Merci pour cette précision. Et ensuite, donc, j'avais fait un focus sur les travailleurs qui sont en situation de handicap. Donc, il faut savoir qu'en effet, il y a beaucoup d'aides. Donc là, vous avez quand même une structure qui s'appelle le Cap Emploi et sur chaque territoire, vous avez même plusieurs Cap Emploi qui doivent vous permettre de vous accompagner si vous avez ce projet d'embaucher des ressources qui seraient en situation de handicap. Sachez que la GFIP est là à tous les niveaux. La GFIP, c'est l'organisme qui va vous aider, par exemple, à adapter un poste de travail si c'est utile, enfin, s'il y a besoin. C'est aussi celle qui va abonder pour les enveloppes de formation. Vous avez donc des aides en plus lorsque vous les prenez en contrat de professionnalisation d'apprentissage, donc des aides supplémentaires. Il faut le savoir aussi que d'ailleurs, même la ressource elle-même peut bénéficier d'une aide lorsqu'elle est embauchée. Donc, les deux parties donc sont plutôt, ont toutes les deux des bénéfices à en tirer. Donc, là, je vous dirais que c'est tellement pléthorique et en même temps cumulable. Il faut se rapprocher des structures qui peuvent vraiment au quotidien vous accompagner et donc que ce soit dans un premier temps peut-être d'ailleurs même les missions locales ou les pôles emploi, mais en lien peut-être aussi avec le Cap Emploi. Vous avez tous les acteurs locaux qui peuvent vous aider sur le montage de ces dossiers. Alors, sur le montage, même avant de parler de montage de dossier, c'est que si vous inscrivez dans cette dynamique, c'est de vous aider à trouver les ressources adaptées aussi aux postes qui sont à pourvoir dans vos entreprises respectives. Nous rappelons aussi que nous avons aussi des obligations en la matière, comme toute entreprise. Donc, vous avez un pourcentage de la masse salariale qu'on doit retrouver aussi dans les ressources en situation de handicap. Donc, c'est le moyen à la fois
de respecter la réglementation et à la fois et bien aussi d'agir peut-être aussi dans le cadre aussi de sa RSE, par exemple, et de favoriser donc cet emploi, et qui sont souvent des profils d'ailleurs souvent assez motivés parce que justement, pas forcément toujours facile pour eux de trouver. Donc je peux vous assurer qu'ils sont à la hauteur de la tâche lorsqu'on arrive à les embaucher. Voilà. Ok. Alors, sur le handicap, on a une question qui est assez particulière quand même concernant les entreprises qui sont sous accord et des aides à GFIP. Alors là, je tente piège à personne, j'ai la réponse, donc je vais la donner. Pour les entreprises qui sont sous accord, c'est-à-dire qu'ils ne versent pas leur contribution à la GFIP, elles ne peuvent disposer des dispositifs d'aide de la GFIP uniquement lorsqu'elles ont dépassé la barre des 6%. D'emploi de travailleurs avec une RQTH. Donc voilà, ça c'était pour répondre à une question. Ensuite, il y a une autre question où je n'ai pas forcément la réponse, donc qui concerne le dossier global des subventions pour le PME. Il y a quelqu'un qui voulait savoir s'il pouvait être fléché recrutement ou s'il était assez global. Donc alors, la demande s'inscrit dans le cadre d'un dossier global de subvention ou est-ce qu'il peut être ciblé par rapport au recrutement? C'est la question exacte. Alors, ça dépend de deux choses. C'est que si on veut être accompagné sur un recrutement, PME possède aussi des enveloppes spécifiques, par exemple de conseil. On peut accéder à des enveloppes de conseil, par exemple, donc des acteurs ou des prestataires sélectionnés par BPI, par exemple, et auxquels vous auriez accès, par la région, pardon, sélectionnés par la région, et qui pourraient par exemple, réaliser une mission au sein d'une entreprise pour vous accompagner sur la mise en œuvre d'un recrutement. Là, on parlait plus de l'aide qui concerne l'embauche d'un cadre qui, elle, est directement indexée par rapport au salaire de la personne que vous allez embaucher. Mais les deux sont possibles, mais ce sont deux enveloppes différentes. Par contre, c'est toujours au sein de PME, sachant que j'engage les entreprises à aller voir ce qu'il y a dans PME parce qu'il y a plein de choses. Il n'y a pas que cette aide, par exemple, au recrutement. Il y a aussi des aides à l'investissement, etc. Enfin, c'est assez complet. Ça ne concerne pas forcément les RH, ça concerne aussi d'autres domaines, mais beaucoup d'entreprises ne savent pas forcément que la région a aussi donc, des enveloppes qui peuvent les concerner. Okay. Et après, on pourra revenir, si vous donnez les coordonnées, on peut aller dans le détail après de ces aides. Oui, après, je pense que pour certaines, ça sera nécessaire. Alors, on va juste avoir une dernière question. Et après, les autres, celles auxquelles on n'a pas répondu dans l'immédiat, on le reprendra sur la fin, comme on le fait un peu sur le fil pour que ce soit un peu dynamique quand même. On a une question que je pense pourrait intéresser Mohamed Chekrouni aussi. C'était sur l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Est-ce qu'il faut que le jeune soit inscrit à Pôle emploi? Oui, non, je précise bien, donc pour l'aide à l'embauche de moins de 26 ans, donc l'aide à l'embauche de 4 000 €, aucune condition d'inscription à Pôle emploi ou en suivi en mission locale. À partir du moment où le jeune a moins de 26 ans, vous pouvez bénéficier de cette aide de 4 000 €, donc qu'il soit démissionnaire, qu'il ait changé d'emploi, à partir du moment qu'il est… La seule condition, c'est qu'il soit jeune de moins de 26 ans. Alors, et du coup, on attaque une subtilité parce que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Donc, est-ce que ça fonctionne si le jeune change d'entreprise? S'il démissionne d'une entreprise pour aller dans une autre, est-ce que nouvelle entreprise peut en bénéficier? C'est exactement ça, dans ce que je disais, même s'il est démissionnaire, donc à partir du moment où, au moment où il est recruté, donc il justifie d'avoir 6 ans, il peut… Il n'y a pas d'autre condition qui est recherchée, ni son diplôme, ni le fait qu'il entre, peu importe. À partir du moment où il est jeune de moins de 26 ans, il est recruté, donc l'entreprise peut bénéficier d'une aide. C'est la seule démarche qu'on lui demandera, c'est de justifier de l'âge du jeune. Je vous ai mis aussi, j'ai rappelé, l'idée c'était de rappeler rapidement, hein, le but c'est pas de rentrer dans les détails, mais qu'il y a aussi des aides que je considère comme étant quand même des aides sur la partie ressources humaines, puisque l'activité partielle longue durée, il faut savoir que c'est un dispositif qui, surtout en cette période, peut être utile si on peut justement démontrer qu'il y a une chute pérenne d'activité, eh bien c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre en place et pour lesquels les entreprises peuvent se rapprocher des directs qui peuvent largement les accompagner sur ce sujet-là.
Je vois des entreprises dont le secteur d'activité est quand même sinistré, mais on ne sait pas jusque quand exactement, mais profondément. Quand on est à 80% de son activité en moins, sur un secteur d'activité qui ne va pas reprendre, c'est peut-être une question qui est à se poser et peut-être pas trop attendre. Voilà. Donc ça, l'APLD, qui est vraiment celle qui concerne donc l'activité partielle de longue durée. Vous avez justement aussi la prestation de conseil en ressources humaines qui est donc permise et offerte aux TPE-PME, qui justement est, elle, par contre, gérée, sauf erreur de ma part, par la directe et qui permet d'avoir une subvention aussi de 50% du total de la prestation plafonnée à 15 000 pour justement une entreprise de moins de 250 salariés qui aurait besoin d'être accompagnée en fait sur la reprise, donc, par exemple, de l'activité économique dans un contexte post-Covid, par exemple, ou même durant, là encore, peut-être la période Covid, qui peut être accompagné sur des notions de recrutement et d'intégration de salariés, dans l'organisation du travail, bref, sur toutes les questions qui peuvent concerner donc la RH aussi. Eh bien, voilà, il existe encore de l'enveloppe. Alors, je suppose que ça doit être sous réserve que l'enveloppe ne soit pas complètement utilisée aussi, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui existe et encore pour un certain temps. Donc, ça peut peut-être permettre aussi à des entreprises d'avoir cette idée de « Ok, j'ai du mal à faire évoluer cette masse salariale et à la structurer. Peut-être ai-je besoin d'être accompagné sur le sujet. » Voilà une enveloppe qui peut le permettre. Et vous avez le FNE Formation qui, lui, vous avez dû en entendre parler pendant les périodes de confinement, beaucoup. C'est l'enveloppe qui va permettre à des salariés que vous auriez en activité partielle eh bien, de leur permettre peut-être de suivre une formation. Vous avez des enveloppes de formation voilà, qui permettent… alors, ce n'est pas des formations forcément très, très longues, parce que c'est autour des 1500. Alors, je crois que ça a changé encore un peu, mais je pourrais vous redonner le détail. Par contre, elles sont gérées normalement en Île-de-France. C'est votre OPCO qui va gérer le dossier. Vous devez déjà déclarer les salariés en activité partielle, demander l'accord de prise en charge. Et après, vous pouvez déclencher les formations à tout moment pendant cette période, sachant que vous aurez donc l'aide aussi au prorata du suivi de la formation. Si évidemment ils sortent de l'activité partielle et que la formation n'est pas faite dans sa totalité, vous aurez un accompagnement au prorata. Voilà. Donc ça, c'est aussi un dispositif auquel ont droit toutes les entreprises et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Alors la seule petite chose quand même, c'est qu'il faut a priori que le salarié soit d'accord. Donc il faut obtenir quand même l'accord d'un salarié. Donc il faut réunir, enfin, il faut arriver à fédérer ses ressources autour d'un projet de formation qui peuvent être d'ailleurs individualisés par groupe. Voilà. Donc après, à l'employeur aussi d'imaginer un plan de formation cohérent par rapport à son besoin d'entreprise et par rapport à l'ambition et la motivation de ses salariés. Concernant le FNE formation, on avait eu une question que j'avais soumise à Mohamed Chekrouni, du coup, d'une entreprise qui n'était pas sûre de pouvoir participer, je crois, mais qui se posait la question parce que je crois qu'il y a une évolution du FNE formation en janvier 2021. Et elle se demandait est-ce qu'il fallait il lui semblait qu'il y avait une extension au fait que le salarié n'était plus obligé d'être lui-même en activité partielle. Et ils avaient aussi étendu aux entreprises qui sont en difficulté financière. Donc après, la difficulté financière s'entend selon la loi, selon un article précis. Mais quelques précisions à ce niveau, Mohamed, peut-être? Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison, Lilian. Il y a en fait, ce qu'a présenté, en fait, il y a eu un changement. Donc, il y a une instruction du 27 janvier 2021 qui prévoit 4 changements. Donc, pour être un peu synthétique, il y a 4 changements. Le premier changement, en effet, c'est qu'on dépasse maintenant le cadre de l'activité partielle. Donc, ça concerne également les entreprises en difficulté. Donc, même si elles n'ont pas mis de salariés en activité partielle, elles peuvent également prétendre à cette aide. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, donc une baisse d'activité, réorganisation, mutation, etc., donc tout lié à la crise sanitaire. Donc, les entreprises, donc c'est plus large maintenant que l'activité partielle. Et y compris les entreprises qui sont en activité, enfin, qui ont des salariés en activité partielle, les salariés qui ne sont pas eux-mêmes en activité partielle peuvent également bénéficier du FNE Formation. Donc, elles peuvent demander l'aide pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle. Et l'aide également, elle permet, voilà, enfin, là je réponds un peu à cette question, mais également,
l'instruction 2021 prévoit une aide un peu qui va être un petit peu modulable en fonction de la taille d'entreprise, des plus petites, et également de la situation de l'entreprise pour les entreprises les plus en difficulté. Donc, ça, idem, hein, je pourrais vous communiquer un peu justement l'instruction, si vous ne l'avez pas, qui précise un peu ce nouveau cadre. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, clairement, donc les entreprises peuvent également faire bénéficier du FNE formation aux salariés n'étant pas en activité partielle eux-mêmes. Merci pour ce complément. Donc, il faut prendre le temps quand même, en effet, d'analyser son besoin avant de s'orienter vers un dispositif, parce que chaque dispositif a ses particularismes, a ses obligations, ses droits et ses devoirs. C'est-à-dire qu'il y a certains dispositifs qui nécessitent d'avoir un vrai suivi derrière pour pouvoir rendre compte auprès de l'opérateur instructeur du dispositif. Et si vous ne le faites pas, vous pourriez être retoqué et devoir rembourser les sommes perçues. Donc, c'est là où il faut avoir une attention quand même particulière et bien se faire expliquer en amont quels sont les engagements qui sont ceux de l'employeur lorsqu'il fait appel à tel ou tel dispositif. En gros, il y a quelquefois des petites lignes auxquelles il faut faire attention. Dès l'instant où on en est informé en amont, on va dire que c'est assez simple de mettre en place le suivi qui correspond. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir après quelques soucis à la fin lorsqu'on va vous demander de justifier l'utilisation de ces dispositifs. Donc, j'alerte vraiment là-dessus. Après, l'idée aussi, c'est de céder quand même globalement, bien sûr, des SPE, des services publics de l'emploi, des missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, etc., qui sont quand même les premiers niveaux de sélection des candidats lorsque vous avez un projet d'employer un jeune, une personne en situation de handicap, et que vous êtes en mesure, évidemment, aussi d'accueillir ce salarié. Faire attention à ça aussi, c'est que embaucher des gens parce qu'il y a des aides, je ne pense pas que ça soit l'attitude de toute façon des employeurs, mais par contre, ne pas oublier qu'il faut aussi prévoir d'accueillir, l'accueil et l'intégration. Et pour ça, je vous dis, vous avez des outils avant embauche, des outils pendant l'embauche qui sont au-delà d'être de l'argent, parfois, c'est aussi des moyens qui sont donnés pour motiver parfois un senior de l'entreprise, un tuteur, pour pouvoir justement d'autant plus bien transformer, on va dire, l'intégration d'un salarié. Et j'engage souvent les employeurs à y penser. Ça n'est pas qu'une aide d'un côté, mais il faut aussi pouvoir peut-être l'exploiter et l'utiliser au sein de ses propres ressources. Merci pour votre invitation avec Émilie. Ces entreprises s'engagent. Donc, ce que vous pouvez déjà savoir, c'est que c'est avant tout un dispositif national qui a été mis en place par Emmanuel Macron en juillet 2018, où il avait réuni une centaine d'entreprises à l'Élysée en leur demandant de s'engager en faveur de l'inclusion. En faveur des personnes vraiment les plus éloignées de l'emploi, comme les réfugiés, comme les personnes qui souffrent d'un handicap, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, on en a parlé tout à l'heure. Et puis ce dispositif qui était national, finalement, après, il l'a étendu sur les différents départements et donc il a demandé à ce que chaque département ait son propre réseau d'entreprises inclusives, c'est-à-dire d'entreprises qui s'engagent en faveur d'un certain nombre de thématiques qui ne sont pas nouvelles, que vous connaissez déjà. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, l'objectif de cette charte dont on va parler, qui a été rédigée, c'est vraiment en fait, à ces publics qu'on vit, ces publics qui sont les plus éloignés de l'emploi, déjà de découvrir l'entreprise pour qu'ils puissent bien s'orienter, bien se former. Donc, ça va être une passerelle pour eux vers un emploi plus durable, c'est ça l'objectif. Les accompagner aussi, tous ceux qui sont dans les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville, et puis leur donner un accès aux produits, aux services de base comme l'eau, l'électricité. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les finalités de cette charte qui a été rédigée. On peut passer à la slide suivante.
avec 4 principes dans cette charte. Avant de vous la faire découvrir, voilà, il y a une liberté qui est donnée aux entreprises, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a 13 thématiques qui se présentent et chaque entreprise va pouvoir en fait vraiment choisir 2 à 3 thématiques en fonction de ses convictions, de ses valeurs, de son modèle économique, puisque vous verrez qu'il y a des axes aussi bien de recrutement que de sensibilisation. Il y a un engagement réciproque aussi, c'est-à-dire que vous, entreprise, vous engagez, voilà, donc à vous engager sur certaines thématiques, pardon, et en contrepartie, nous, État, on va vous aider à concrétiser ces engagements. Donc, si vous engagez, par exemple, sur des stagiaires de troisième et que vous ne savez pas du tout où les trouver, eh bien, on va vous mettre en lien avec tous nos partenaires, en fait, sur le Val-de-Marne. Donc, vous l'aurez compris, il y a une priorité voilà, des publics les plus fragiles et puis favoriser les échanges de pratiques au sein des clubs. Pour vous donner les thématiques qui sont proposées dans le cadre du club. Donc, les thématiques sont nationales, elles sont les mêmes, puisqu'ici, on est sur 2 territoires, le 93 et le 94, en ce qui concerne le MEDEF. Donc, l'équivalent du club des entreprises inclusives du Val-de-Marne existe dans le 93 et on aura les mêmes engagements. Donc, pour vous lister les thématiques, vous avez la possibilité, quand vous rejoignez le club, de vous engager sur l'accueil de jeunes en troisième qui résident en quartier prioritaire de la ville, mais pas que, hein, les jeunes de troisième au sens large du terme, surtout dans le contexte actuel où c'est parfois compliqué d'avoir accès à un stage. Vous avez la possibilité également de contribuer à l'orientation et au parcours à venir de découverte de l'entreprise. Ça peut passer par des visites d'entreprise, mais aussi des sensibilisations. Venir présenter votre activité à des groupes de jeunes scolaires pour favoriser la promotion de votre secteur d'activité, par exemple. Ça peut être aussi un engagement sur l'accès à l'apprentissage et à l'alternance. Vous pouvez également réaliser des actions de parrainage. Donc, ça peut être des parrainages collectifs, de parrainer des promos dans des missions locales, des écoles de la deuxième chance, EPID, mais également des parrainages individuels. Vous pouvez coacher un jeune. On avait mis en place, nous, un café digital, enfin Alexandra, au mois de juin, un café digital qui avait permis de parrainer des jeunes. Donc, une entreprise parrainer un jeune et l'accompagner dans son parcours, dans sa recherche d'emploi. Vous avez la possibilité aussi de réaliser des accompagnements, mais aussi de recruter par la suite des jeunes en parcours d'insertion. C'est complètement en lien avec le plan Un jeune, une solution, hein. On est sur la continuité des choses qu'on vient de vous présenter jusqu'à maintenant. De renforcer, d'avoir des partenariats avec le réseau de l'inclusion. Donc là, on parle de l'IAE, donc des suites de parcours. Vous pouvez avoir besoin de solliciter l'IAE parfois pour de la sous-traitance, ce genre de choses, mais aussi pour aller faire du sourcing, hein, d'avoir des personnes formées qui pourraient intégrer vos entreprises dites de milieu ordinaire. Il y a aussi la thématique de l'accompagnement du recrutement des personnes en situation de handicap, le recrutement dans le cadre des emplois francs dont on a parlé tout à l'heure, l'accompagnement et le recrutement de réfugiés. Il y a des programmes spécifiques, des associations territoriales qui œuvrent dans ce secteur-là. Vous pouvez aussi vous engager sur l'insertion et la formation des jeunes et plus largement des personnes qui sont placées sous main de justice. Il y a des actions, notamment sur certains quartiers. C'est le cas, nous, dans le Val-de-Marne, par exemple, à Champigny, sur des actions qui sont conjointes, mission locale, Pôle emploi, club de prévention et entreprise pour accompagner les jeunes qui sortent de détention. Vous pouvez aussi mettre en place au sein de vos entreprises, ou vous le faites déjà parfois, des démarches innovantes en faveur de l'emploi et de l'inclusion. Ça peut passer par le fait de recruter autrement, de mettre en place des recrutements sans CV. Par exemple, le Pôle emploi le fait via la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Vous pouvez vous engager également sur le changement d'échelle dans l'offre de l'insertion. C'est les clauses sociales, les politiques d'achat responsables. Et Alexandra le disait tout à l'heure, il y a aussi l'engagement pour l'accès aux produits solidaires et aux services, tout ce qui concerne l'alimentation, l'énergie, l'eau, les besoins primaires des populations les plus fragiles. Donc voilà, donc pourquoi rejoindre? Donc une fois que vous, en fait, la charte, on la rédige avec vous, hein, c'est-à-dire qu'on discute ensemble des différentes thématiques, hein, comme vous l'avez vu. Soit vous êtes en très bonne posture financière et puis vous pouvez du coup engager, vous pouvez être sur de recrutement, mais si ça va moins bien pour vous dans cette période-ci, vous pouvez tout à fait vous engager sur des axes de sensibilisation comme le parrainage, hein, qu'évoquait Émilie.
Pourquoi rejoindre ce projet départemental? Alors pour différentes raisons. Déjà, il y a une proximité en fait avec les services de l'État. Comme je vous disais, vous allez prendre des engagements, vous allez prendre 2 à 3 engagements et nous, on va vous aider vraiment à concrétiser ces engagements. Ça peut permettre aussi de valoriser un peu vos actions. Il y a peut-être des choses que vous faites déjà au quotidien sans le savoir, hein, que vous faites de la RSE. Et nous, on va pouvoir valoriser ces actions. On est en train de travailler sur la création d'un site Internet, justement, qui mettra un agenda avec voilà, à la fois notre actualité, mais aussi toutes les différentes actions, les engagements des entreprises. Il y aura un accès personnalisé aussi pour les entreprises avec un annuaire vraiment bien ciblé sur nos partenaires dans le Val-de-Marne. Et puis, on va rajouter une CV Tech pour qu'il y ait un échange de CV. Si une entreprise voilà, peut pas garder un bon candidat, que vous puissiez échanger à ce sujet. Donc, voilà. Donc, ça va être vraiment au-delà, on va dire, de la charte. Vous rejoignez vraiment un club avec un échange de bonnes pratiques. On organise aussi, alors en ce moment, avec le Covid, c'est plus compliqué, mais on organisait des petits déjeuners et des after-work. Là, on est plus sur un mode webinaire, mais on espère très vite que grâce à la vaccination massive, on puisse à nouveau faire des événements en présentiel. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'adapte un petit peu à vos besoins. On vous envoie aussi des sondages pour voir quels sont vos besoins. Et en fonction de ça, on vous propose des soirées thématiques, des petits déjeuners thématiques qui sont tout à fait libres. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter, Émilie, sur cette partie-là. Non, la seule chose que je voudrais rajouter, voilà, c'est que vraiment l'objectif du club, c'est d'être vraiment une ressource de proximité. On est à votre disposition à la fois effectivement pour la rédaction des chartes, etc., mais aussi derrière pour réaliser les engagements. Sachez que derrière, voilà, il y a le réseau d'émissions locales, le réseau du Pôle emploi, qui se greffe au service de l'État pour pouvoir mettre en œuvre ces actions. Voilà, dès lors qu'il y a la volonté, rejoignez-nous et puis nous, on vous accompagnera avec grand plaisir sur vos engagements. Donc, on vous laisse nos coordonnées. Vous aurez bien sûr le PowerPoint. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur la page. On peut préciser, parce que je ne l'ai pas tellement dit en introduction, donc le club, il est né en novembre 2019. Donc, on a actuellement, à partir de demain, on sera à 74 entreprises qui rejoignent le club. Donc, l'objectif, c'est même d'être à 200. Hein, ça, c'est l'objectif du préfet. L'objectif national, il est à 100. Mais voilà, et que c'est vrai qu'en dehors aussi de cette charte, on peut répondre à d'autres questions. On l'a vu, nous, pendant le premier confinement, on a été très sollicités par les entreprises sur l'activité partielle. Bon, ça ne faisait pas partie de la charte, mais ce n'est pas grave. Voilà, on est là aussi pour répondre aux questions en dehors de cette charte. Et on est organisé en termes de gouvernance. Donc, on a donc nous, direct, qui pilotons le projet avec Émilie Demeaux, donc de la mission locale des Bords de Marne, mais on a également comme acteur Pôle emploi qui nous aide beaucoup, et puis on a une entreprise leader qui s'appelle Blue Link, et voilà, avec Fadila Mirgani qui est un peu l'ambassadrice du club, qui est là pour vous représenter et pour vraiment recentrer à chaque fois nos actions par rapport à vos besoins, par rapport à vos demandes. Voilà ce que je pouvais rajouter. Et puis la CCI aussi qui intervient de manière plus stratégique sur l'orientation du club. Voilà, et puis comme dit Émilie, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, pour rejoindre pourquoi pas le club. Merci. Bon, bah écoutez, c'est parfait. On a partagé tous les documents qu'il y avait. On avait un dernier intervenant qui n'était pas là au tout début, mais que j'ai vu se connecter à un moment donné. Donc, Samuel Mayol, qui est directeur de l'IUT de Saint-Denis, donc qui lui aussi tenait à nous présenter un petit peu son IUT du point de vue de l'apprentissage notamment. Vous êtes là, Samuel ? Eh bien, bonjour à tous. Je suis content effectivement de pouvoir présenter l'offre de formation en apprentissage de l'IUT. Alors, je voulais aussi partager un document. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde est au courant que les IUT sont en train de se réformer et qu'à partir de la rentrée prochaine, le DUT, qui est donc un diplôme de niveau Bac+2, se transforme en BUT,
qui sera donc un diplôme de niveau Bac+3. On va donc tous garder nos étudiants maintenant 3 ans et d'un diplôme dans 2 ans, on va passer à un bachelor universitaire de technologie en 3 ans, donc l'équivalent d'une licence professionnelle, d'une licence universitaire. Donc, c'est quand même une réforme importante parce que depuis 50 ans, les IUT forment des étudiants à Bac+2 et on avait complété notre offre de formation de DUT avec des licences professionnelles, mais il n'y avait pas, tous les IUT n'en faisaient pas, ou en tout cas ne faisaient pas une offre importante de licence pro. Donc, à l'IUT de Saint-Denis, nous proposerons à partir de septembre prochain, du coup, 7 buts. Alors bon, le terme but n'est pas forcément le terme qu'on aurait nous choisi, mais enfin bon, c'est le choix ministériel. Donc 7 bachelors universitaires de technologie, donc en GEA, en TC. Alors je peux vous effectivement expliquer un petit peu. GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations. TC, c'est technique de commercialisation. Et puis ensuite, on a une offre plus industrielle ou scientifique avec génie mécanique et productique, GMP. HSE pour hygiène, sécurité et environnement. Sciences et génie des matériaux, mesures physiques et génie industriel et maintenance. Donc, tous ces buts GEA qui vont donc tous ces buts, GEA, TC, GMP, donc tous les buts de l'UT de Saint-Denis se feront donc en 3 ans avec au cours donc, de la première année un tronc commun, on va dire ça comme ça, et puis ensuite dès la deuxième année des parcours. Donc, par exemple, pour GEA, et c'est ce que vous voyez dans le document, donc je ne vais pas forcément tout détailler, mais à la limite, vous pourrez avoir ce document si vous le voulez. Donc, en GEA, il y aura donc 4 parcours. Gestion comptable, fiscale et financière, gestion et pilotage des ressources humaines, gestion entrepreneuriat et management d'activité et gestion et pilotage de la performance. Et ensuite, en 3e année, c'est là où on retrouvera les licences professionnelles qu'on a aujourd'hui, avec d'ailleurs une nouvelle offre de formation, puisque du coup, il y aura des spécialisations sous forme d'options en 3e année. Et donc, on voit qu'un parcours comme gestion, entrepreneuriat et management d'activité donnera naissance à 2 options, métier d'entrepreneuriat et tourisme-restauration. Donc, voilà en gros, et ce qui signifie que sur cette offre de formation, eh bien, il y a 26 formations sous forme d'options à l'IUT de Saint-Denis à partir de la rentrée prochaine. Et l'intérêt de vous présenter tout ça, c'est que vous voyez bien que finalement, maintenant, les buts au sein des IUT deviennent ultra spécialisés, ce qui permet finalement de s'adapter vraiment aux attentes plus précises des entreprises. Et c'est donc la raison pour laquelle l'ensemble de cette offre de formation se fera en apprentissage. Alors ensuite, nous, on est là depuis 50 ans pour s'adapter aux attentes des entreprises. On arrive en général dans les IUT à plutôt bien le faire. Et donc, eh bien, l'apprentissage peut se faire sur 1 an, sur 2 ans ou sur 3 ans. Elle peut se faire dès la première année, à partir de la 2e ou à partir de la 3e année. Elle peut se faire avec des groupes où il y aura des apprentis qui seront dans plusieurs entreprises, ou alors il peut y avoir des groupes dédiés pour une entreprise. On l'a fait régulièrement pour Engie, pour Orange, pour d'autres entreprises où on prend des étudiants pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans et on forme des salariés de l'entreprise pendant cette durée-là. Et là, on a un groupe vraiment dédié, ce qui permet finalement aussi de recruter des intervenants de l'entreprise dans le cadre de la formation. Et donc, en même temps, pour l'entreprise, de faire passer un certain nombre de messages liés à la culture d'entreprise. En tout cas, nous, sur la question de l'apprentissage ou de la formation continue, on est ouvert à toutes les propositions et surtout à toutes les attentes que les entreprises pourraient avoir sur l'ensemble de cette offre de formation. On peut bien évidemment caler ensuite des rencontres individuelles pour pouvoir discuter avec les uns et les autres et voir comment s'adapter au mieux. Je ne sais pas si vous avez du coup des questions particulières. Je suis assez succinct parce que je vois que le temps presse aussi un petit peu. Puis je pense que c'est mieux finalement de pouvoir discuter. Ce que je peux faire, Lilian, c'est vous donner ce document. Bien sûr. Ensuite, éventuellement, on peut le partager, bien évidemment. Bien sûr. Donc, oui. Donc, l'intérêt de vous avoir, c'était aussi que les entreprises du territoire sachent qu'il y a des instituts de formation qui peuvent s'adapter, qui peuvent être souples et essayer de répondre à leurs besoins très pragmatiques. Donc, c'était ça l'idée lorsqu'on s'était rencontrés, de se dire qu'on vous donnait une tribune pour présenter ici.
Donc après, on sait qu'on est dans une période assez particulière aussi, mais on ne va pas non plus se mettre des œillères et s'empêcher un petit peu de voir s'il n'y a pas des solutions qui, à moyen, court ou long terme, peuvent répondre à des besoins émergents. En plus, corréler tout ça avec les dispositifs d'aide qui existent, c'était dans la cohérence de ce webinaire. Donc voilà, merci d'avoir fait succinctement. De toutes les façons, les différents documents seront transmis. Et comme je le disais au départ, il y aura le replay qui sera également mis en ligne sur la chaîne YouTube du MEDEF 93-94 et Pascal Géil, notre chargé de communication, s'en occupera. Maintenant, si jamais il y avait des questions auxquelles il n'y avait pas eu de réponse durant le webinaire, lancez-vous, vous avez cette possibilité. On est un peu short, donc on tient nos engagements, ceci dit. On a répondu pendant le webinaire à la plupart des questions. Après, on peut toujours aller plus loin sur les dispositifs et expliquer beaucoup plus de choses. Après, si vous voulez qu'on revienne sur un dispositif plus longuement, parce qu'il y a certains dispositifs qui pourraient à eux seuls prendre un webinaire. Après, les entreprises inclusives, donc justement, ce qui était dit, c'était aussi ce côté d'animation territoriale et en réseau qui reste intéressant parce que les occasions de se rencontrer sont rares, même si c'est à distance en ce moment. Donc, c'est aussi une de ces possibilités et vous n'avez pas d'obligation de vous engager sur les 13 thématiques. Une seule suffit très largement. Et après, vous le faites déjà, on va dire, de façon assez naturelle. C'est juste une façon de formaliser les choses. Il n'y a pas de contrainte derrière ça. C'est juste vous inscrire sur une dynamique de territoire. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire. Il n'y a pas de sanction et heureusement, si jamais c'est plus une obligation de moyens que de résultats. Mais c'est vrai que c'est bien de le préciser. Donc voilà. Donc, on n'a pas plus de questions. Je vais remercier tous les conférenciers qui ont participé, qui ont donné de leur temps, qui ont essayé de rendre ça très digeste pour tout le monde et l'expliquer du mieux possible. Les documents seront communiqués à l'ensemble des participants et avec votre autorisation, on pourra les relayer, ceux qui sont intéressés, directement vers vous. Donc voilà, du coup, on va clôturer à l'heure pile. Je vous remercie tous de votre participation. Je remercie Pascal pour les supports de présentation et pour me supporter toute la journée. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.